Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous pouvez manifestement le constater, cette chronique numéro 46 s'intitulera Ernst Thälmann, un penseur allemand contemporain. Alors, qui est Ernst Thälmann, ou Thälmann, comme selon la prononciation? Il naquit le 16 avril 1886 et fut exécuté le 18 août 1944 par les nazis. Alors ce fut un homme politique allemand, leader bien entendu du Parti communiste allemand naissant, le fameux KPD, pendant une grande partie de la République de Weimar, et il fut arrêté par la Gestapo en 1933, détenu dans l'isolement, je dirais, pendant 11 années, avant d'être abattu à Buchenwald, sinistre camp de concentration, sur les ordres personnels d'Adolf Hitler en 1944. Alors, comment appréhender Richard Stallman, qui bien entendu, d'une manière générale, est soit honni ou méprisé dans la République fédérale allemande? Son histoire est assez controversée, mais je vais essayer d'y apporter un peu de clarté. Alors, effectivement, ce fut un personnage très important dans la République démocratique allemande. Par exemple, à Berlin-Est, en mars 1954, les plus grands personnages de l'État de l'Allemagne de l'Est, de la République démocratique allemande, se sont réunis dans le cinéma le plus célèbre de la capitale, le Friedrichstadtpalast, pour un événement culturel majeur. Le Premier ministre, Otto Grottewol, le président Wilhelm Pieck et le secrétaire général Walter Ulbricht sont présents pour assister à la première de Ernst Thälmann, le fameux film connu, ensuite réédité, Son of Class. Bien entendu, Ernst Thälmann, leader de sa classe, fera ses débuts un an et demi plus tard et sera une production, je dirais, très répandue, cinématographique dans les pays, je dirais, de l'Est. On peut considérer que les deux films sur l'ancien dirigeant communiste devinrent quelques-uns des films les plus réussis de l'histoire de l'Allemagne de l'Est, récompensés par d'innombrables prix dans tout le bloc de l'Est. Presque tous ceux qui sont nés en République démocratique allemande, en RDA, ont réussi, je dirais, à passer l'école en le regardant au moins une fois. Bien. Alors bien que les valeurs cinématographiques sont effectivement, je dirais, importantes pour l'époque, dans ce film, il reste pourtant aujourd'hui d'importants artefacts historiques pour avoir, je dirais, aidé à construire ce qu'on appelle la pensée politique des jeunes communistes allemands. On sait pertinemment qu'il fut assassiné par les nazis dans le camp de concentration de Buchenwald en août 1944. L'héritage politique de Thälmann et sa mort tragique ont conduit à une, je dirais, stylisation en tant que martyr d'après-guerre, et c'est ce qu'on peut voir dans une grande partie de la littérature populaire et académique de la DDR, c'est-à-dire de la République démocratique allemande, et je dirais même dans laquelle, en osant le dire, Thälmann est habituellement présenté non pas comme étant des accords avec les opposants politiques, mais en démasquant les fausses oppositions, le mythologique, je dirais, et le réel. Thälmann
dans ses constructions subjectives et ses critiques constructives, il a montré à ses camarades, je dirais, certaines réalités du droit chemin dans le domaine social. Et on peut même dire qu'après la création de la RDA, donc une vaste gamme de monuments commémoratifs et de commémorations et d'autres cérémonies, Talman a rapidement vu le jour. L'État a compté au moins 10 sites commémoratifs, 15 monuments principaux et plus de 80 pierres commémoratives et d'innombrables bustes, plaques et autres attirails. Bon. N'oublions pas aussi qu'il a eu sur le front espagnol une division qui s'appelait la division Ernst Thälmann, qui fait partie des brigades internationales. Ceci étant. Alors, ceci a été rejoint ensuite par des films, des livres, des expositions itinérantes et, bien entendu, du matériel scolaire. Des dizaines d'historiens ont contribué à la mise au point de l'histoire de Thälmann, dans l'espoir de doter le parti de l'unité socialiste, plus communément ou plus connu par l'abréviation du SED, donc le Parti socialiste unifié, au pouvoir d'une certaine forme de légitimité historique et donc par voie de conséquence politique. Par contre, en Allemagne de l'Ouest, la chose était tout à fait autre. Thälmann était ignoré, voire même injurié. Les communistes étaient traités comme des criminels, même ceux qui avaient survécu à la persécution nazie, qui étaient sortis en guenilles de certains camps de concentration. Le Parti communiste d'Allemagne, le KPD, a été déclaré illégal en 1956, limitant par la suite la commémoration de la vie de Thälmann et des petits cercles, bien entendu, avertis. Alors que, et ça, ce n'est pas une sinécure, ce n'est pas, un secret bien gardé, alors que les bouchers nazis qui l'ont tué ont vécu pacifiquement leur vieillesse en République fédérale. Parfois, certains ont même été recrutés pour la création de ce jeune État, allant jusqu'aux hautes sphères. Leurs victimes, a été écarté en tant que politicien provincial, doué de démagogie et ennemi de la démocratie. Alors le contraste entre ces deux récits n'aurait guère, d'intérêt, mais sans qualifier, déterminer, définir qui fut Ernst Thälmann, au-delà des clichés, des récits, aussi bien de l'Est, c'est-à-dire de la République démocratique allemande, et de l'Ouest, de la République fédérale allemande. Alors, Thälmann était avant tout un combattant de classe. Né en 1886 à Hambourg, Thälmann a grandi dans une famille assez modeste qui possédait un petit magasin d'importation coloniale et est devenu un critique de l'exploitation des inégalités sociales dans sa jeunesse. Pendant un certain temps, son père a été emprisonné pour avoir vendu du matériel détourné. Et par voie de conséquence, Ernst n'a pas eu d'autre choix de commencer à travailler dans le magasin en l'absence de son père. Il a quitté la maison familiale à 16 ans, atterrissant dans un refuge pour sans-abri et plus tard dans un appartement du sous-sol. En tant que travailleur non qualifié, non formé, Thälmann a réussi à joindre les deux bouts en passant d'un emploi à un autre dans les ports de Hambourg, puis a été embauché comme chauffeur sur un grand cargo. Alors sa biographie professionnelle l'a même emmené aux États-Unis pour une brève période où il a travaillé dans une ferme. Ces expériences pour lui ont été non seulement significatives, mais cruciales pour façonner, une certaine pensée radicale en tant qu'ouvrier. De plus, conscient que l'Allemagne sous le Kaiser n'offrait ni justice sociale ni démocratie, il rejoignait le parti
social-démocrate, le SPD, en 1903, à l'âge de 17 ans. Il devient rapidement un activiste anti-guerre et anti-impérialiste. Il fut un critique virulent de la décision du SPD d'approuver les crédits de guerre du gouvernement au Parlement au début de la Première Guerre mondiale. En 1918, il rejoignit des milliers d'autres partis, je dirais, en signe de protestation de son soutien à la guerre et a formé à cette époque-là l'indépendance social-démocrate, l'USPD. Thälmann n'a fait aucune tentative pour dissimuler ses vues anti-guerre après avoir été enrôlé pour servir dans l'armée. Alors je voudrais préciser que bien qu'il ait été blessé 2 fois au combat, il n'a jamais été promu ou reconnu pour ses efforts. Il n'était pas, je dirais, un zélé combattant. Considéré bien entendu comme trop rebelle pour de tels honneurs par ses commandants. Alors son attitude lui a valu la cour martiale, bien qu'il ait finalement été déclaré innocent. Il a déserté l'armée, ne comprenant pas pourquoi le combat devait se mettre, je dirais, en place contre ses alter-ego français, en compagnie de 4 compagnons d'armes en octobre 18, en refusant de rentrer chez lui également. Thälmann, connu sous le nom, je dirais l'appellation de Teddy par ses partisans, était une figure populaire parmi les travailleurs de Hambourg, et cela a été certainement aidé par son apparence simple, son abnégation, son sens de sa justice, sa conception prolétarienne, son dialecte et sa verve, son charisme d'ouvrier, ses manières qu'il a conservées tout au long de sa carrière. Alors il a rejoint le syndicat des travailleurs du transport en tant que jeune travailleur en 1904 et est rapidement devenu le chef de sa division des chauffeurs de wagons. Il a participé à la révolution de novembre à Hambourg en 1918 et a été élu président de l'USPD de Hambourg en mars 1919, également, je dirais, notamment représenté au conseil municipal sa candidature, lorsque l'aile gauche de l'USPD quitta le parti pour rejoindre le KPD. Un an plus tard, il devient rapidement le chef du KPD, le Parti communiste de Hambourg. Alors dans sa carrière, Teddy, comme ses amis l'appelaient, allait bientôt se faire un nom dans le Parti national. À partir de 1924, lorsque la gauche du parti autour de Ruth Fischer et Arkady Maslow et Werner Scholem ont pris la direction du KPD, Thälmann appartenait également à l'aile gauche et devint membre du Politburo. La nouvelle direction était composée principalement d'intellectuels afin de contrecarrer cette image. Le comité central du KPD a commencé à utiliser ou à mettre en avant Thälmann comme leur figure de proue du mouvement ouvrier, élevant immensément son principe et son profil à l'intérieur, je dirais, du mouvement. La décision du parti de le désigner comme candidat présidentiel au début de 1925 l'a transformé en une sorte de célébrité, connue pour sa simplicité et sa dévotion à l'égard des petites gens. Il avait l'âme d'un chef et était reconnu par les siens. Cela, bien entendu, a été suivi par sa nomination en tant que chef du Roter Frontkampfverbund, une organisation paramilitaire dirigée par les communistes de l'époque. La période de Thälmann, en tant que leader du KPD, connut plusieurs succès majeurs, tels que les élections législatives de 1932, au cours desquelles les communistes reçurent 16,9% des voix et devinrent la troisième force politique du pays. Le KPD de Thälmann a également initié
et dirigé le référendum populaire de 1926 pour exproprier la noblesse allemande, organisé avec le SPD et les syndicats. Bien que, en tout état de cause, à la lumière des informations et des archives, on peut considérer qu'effectivement le référendum a finalement échoué, mais en l'occurrence ce fut un succès massif en termes de mobilisation de la classe ouvrière pour un but politique. 14,4 millions d'électeurs allemands ont voté pour exproprier la noblesse, 4,8 de plus pour le KPD et le SPD. Combinés aux élections des années antérieures, en fait, le référendum sera, je dirais, la mobilisation électorale de la gauche la plus réussie de l'histoire de la République de Weimar. Alors, les réussites du parti sous Stallman ne sont cependant qu'une partie de l'histoire, car il fut aussi le moteur d'un certain concept, je dirais, de la bolchevisation vers les années 20, une transformation fondamentale de la culture politique et des structures organisationnelles de la base sociale du KPD. Au moment où les nazis ont pris le pouvoir, aidés par la plupart des banquiers, voyant dans le communisme un danger pour leurs intérêts, ces derniers ont préféré s'aligner sur la position hitlérienne, voyant en Hitler l'élément rempart contre une éventuelle révolution sociale. Alors, puisque les nazis ont pris le pouvoir en 1933, le KPD était une caricature de son ancienne identité. Dans les premières années de l'existence du parti, c'était une organisation animée dans laquelle la discussion interne et le désaccord étaient tenus pour acquis. Les décisions étaient prises démocratiquement, la presse du parti publiait régulièrement des opinions dissidentes, voire même controversées. Les conférences du parti étaient des lieux de débat féroces, une certaine forme de remise en place de l'agora grecque, dans lequel les membres de l'opposition avaient toujours l'occasion de présenter leur point de vue dans leurs longues présentations. Alors au moment où Thälmann avait fini de restructurer l'organisation, le KPD était un parti largement ouvert à la conception démocratique, ayant une organisation bureaucratique également, dans laquelle les dirigeants régnaient à l'intérieur et surveillaient effectivement toute glissade possible vers une sorte de passivité à l'égard du national-socialisme. Les discussions internes étaient plus souvent sur le sujet du Parti national-socialiste, qu'ils considéraient comme étant des traîtres et, je dirais même, des éléments obscurs ayant détourné le sens réel du socialisme. Alors sur le plan organisationnel plutôt que sur politique, par le biais, je dirais, d'expulsions, de certaines infiltrations venant de mouvements plus ou moins obscurs, les dirigeants de Thälmann ont souvent émis des ordres de bâillon internes aux critiques pour accepter certaines positions, je dirais, passives à l'égard des nationaux-socialistes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Stallman, effectivement, à un moment donné, s'est rendu en Union soviétique. Donc, c'est là-bas qu'il a découvert d'une façon théorique et d'une façon étudiée Marx, Engels, Lénine, dont ils furent effectivement les fondateurs de l'Union soviétique. Et de retour de l'Union soviétique, la transformation du KPD faisait partie d'un processus plus large que nous connaissons aujourd'hui, et qui n'a pas commencé en Allemagne, mais en Union soviétique, vers le milieu des années 20, et dont effectivement Staline s'était avancé vers le secrétaire du général du Parti communiste russe, en y mettant d'une façon habile une nouvelle doxa sur l'intégration patriotique. Alors dans les années à venir, il mettait en œuvre des politiques, je dirais, fermes,
et des positions que ce parti avait défendues, les éléments restants du contrôle des travailleurs, et les usines placées entre les mains du parti devaient garantir l'intérêt du commun. Alors, en dehors des relations économiques immédiates, bon nombre de réalisations sociales de la Révolution russe ont également, je dirais, été prises en compte. Effectivement, il y avait une certaine introduction, conception de la famille dans le nouveau phénomène du bolchevisme. Par exemple, une certaine méfiance à l'égard du divorce trop facile. L'avortement était, je dirais, légiféré, considéré comme étant dommageable, puisque l'introduction de la gloire maternelle était quelque chose de fondamental, puisque la famille était réintroduite comme étant l'élément, je dirais, fondamental de la réussite du prolétariat. Ensuite, l'homosexualité, jugée comme étant, je dirais, une conception bourgeoise, a été mal vue, voire même sanctionnée. La renaissance culturelle et artistique qui a fleuri les premières années a été introduite par des nouvelles représentations du réalisme socialiste, et dont effectivement nous pouvons déterminer que Tallemann a été un véritable réformateur dans la politique communiste du jeune parti qui fut le KPD. Alors nous en arrivons effectivement à Hitler. Alors le démantèlement de la démocratie du parti signifiait que le KPD suivait littéralement tous les zigzags d'une manière générale pour essayer de lutter contre le fascisme qui était en place. À la fin des années 20, les nazis de Hitler devenaient dangereusement puissants, car bien entendu, ils avaient l'assentiment de la bourgeoisie, et puis des hommes puissants, des affairistes, des banquiers, qui voyant dans le KPD finalement une révolution sociale. Cependant, la direction du KPD s'est avérée malheureusement totalement incapable d'analyser ce qui se passait. Le terme de fascisme a été jeté négligemment, appliqué au gouvernement conservateur du président Hindenburg qui avait pris le pouvoir en 1930. Pour aggraver les choses, le KPD considérait leurs rivaux dans le mouvement ouvrier, le Parti social-démocrate, social entre guillemets fasciste aux yeux des communistes, les nazis, le gouvernement actuel et le SPD étaient tous fascistes d'une bande à une autre, et dont les ennemis jurés de la classe ouvrière. Alors nous en arrivons inévitablement effectivement à son, je dirais, adaptation à l'internationale communiste, au plus profond de la crise mondiale. Seule la voie vers la victoire serait une lutte menée par les communistes contre le fascisme et la social-démocratie, car c'était le réformisme social-démocrate qui éloignait les travailleurs de la conscience anticapitaliste et révolutionnaire. Alors, comment pouvons-nous essayer de réfléchir sur les conséquences sur le comité central de Tallemann, qui avait conduit le référendum sur l'expropriation des biens mal acquis d'une certaine partie des nantis, avec le SPD quelques années avant, qui rejetait toute collaboration antifasciste avec les sociodémocrates, et cette décision a finalement facilité, je dirais, l'arrivée au pouvoir des nazis qui
conduit de nombreux communistes et sociodémocrates à devenir des prisonniers politiques du nouveau régime nazi quelques années plus tard. Alors il est toujours difficile de pouvoir refaire l'histoire une fois qu'elle est passée. Mais beaucoup d'erreurs ont été commises à cette époque et ils ignoraient la puissance financière et la manne financière que Hitler pouvait bénéficier. Quand Stallman, effectivement, a été arrêté et ensuite conduit à Buchenwald et assassiné par les nazis, en mourant aux mains des fascistes, Stallman a partagé son sort avec d'innombrables milliers d'autres communistes. La tragédie particulière de sa mort, cependant, je dirais, fut que cela eut très probablement lieu avec l'approbation, je dirais, de l'époque de Staline, bien qu'il n'existe aucune preuve concluante, ça c'est une déduction personnelle. Est-ce qu'il était plus judicieux de laisser, je dirais, Ernst Stallman mort et en faire un martyr? Donc c'est pour ça que je dis que comme il n'y a pas de preuve concluante d'une telle décision, on ne peut que spéculer. On se pose la question. Exactement la même question qui s'est posée à un moment donné sur, je dirais, l'assassinat de José Antonio Primo de Rivera en Espagne à la prison d'Alicante et du refus de Franco de l'échanger contre des prisonniers politiques pour mieux finalement utiliser son image mort, décédé, parce que ses positions politiques étaient diamétralement opposées au caudillo. Alors, le KPD de Thalmann, qui était autrefois un des partis communistes les plus puissants du monde, survivra désormais grâce au soutien d'une multitude d'individus ayant souffert du cancer nazi, et soutien le plus souvent en exil, ce qui est assez étonnant, et dont la réhabilitation s'est faite par la naissance de la République démocratique allemande. Alors le premier succès de Thalmann en tant qu'organisateur et de sa popularité parmi les travailleurs allemands suggère qu'il aurait pu jouer un rôle dans un KPD, je dirais, moins ouvrier et plus, je dirais, alerte concernant, je dirais, les connaissances réelles et sérieuses du terrain, qui obligeait finalement une partie des dirigeants à rendre compte, à corriger les erreurs politiques. Mais le processus de l'époque révolutionnaire ne permettait pas, malheureusement, une telle dynamique. Il suffisait de lire même les opposants de la révolution conservatrice, qui eux-mêmes étaient éparpillés et qui étaient incapables de pouvoir apporter, je dirais, un tronc commun pour renverser le processus de la montée de l'hitlérisme ou du nazisme. Alors en fin de compte, on peut considérer que cette stratégie, ou qui n'a pas été malheureusement au rendez-vous, fut plutôt marquée par une tragédie qui marquerait une sorte de, je dirais, de veille du socialisme révolutionnaire en tant que courant de masse dans le mouvement ouvrier allemand au XXe siècle, ouvrant inévitablement par l'organisation en face et le soutien terrible des milieux d'affaires au nazisme, et ouvrant par voie de conséquence la porte au fascisme et plus tard au capitalisme allemand renouvelé. Voilà, je voulais faire cette petite audio qui me semble intéressante. Ce fut quand même un grand personnage qui, on lui doit du respect, mais il était également, je dirais, un personnage
un acteur de la réalité, de la confusion de l'époque. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine chronique.